Le cœur du problème, nous n'avons plus le système productif qui nous permet d'honorer les droits sociaux et la stabilité que l'opinion publique demande. De telle sorte que la grande question est la suivante. Nous évoluons depuis une vingtaine d'années dans l'idée d'une possible récupération du modèle antérieur. Alors que l'économie mondiale a changé, le changement technique se redéployé, et la France, qui était avant un pays de taille moyenne, qui avait la capacité d'organiser sa politique économique, est devenue un petit pays, au sens suivant. Il faut qu'elle s'adapte non seulement aux directives européennes, mais aussi aux tendances que porte l'internationalisation de la production. Et la difficulté a été de redéployer le compromis salarial fordiste qui était verrouillé dans les institutions, dans les conventions collectives, dans la représentation syndicale, en un autre compromis dans lequel l'avancée des droits sociaux va de pair avec un redéploiement technologique. Et la difficulté de ce dialogue fait la difficulté de l'économie française, où les autorités publiques sont torturées entre deux objectifs: moderniser et suivre une politique schumpeterienne d'innovation technique, mais elle ne porte ses fruits qu'à long terme, sans perdre l'appui de sa base sociale qui, elle, est très désireuse de préserver niveau de vie, emploi et chômage. Et hélas, le chômage va d'ajustement parce que le système productif se contracte, les emplois bien payés sont moins nombreux que ceux qui disparaissent de basse valeur ajoutée, et donc on a un double problème, un problème d'hégémonie politique, il faut du temps, donner du temps pour que le nouveau compromis existe, et deuxièmement, un nouveau pacte social qui rééquilibre les droits et les devoirs des entrepreneurs et des entreprises. Et cette tâche s'est avérée extrêmement difficile, puisqu'aucun des gouvernements qui nous sont succédés n'y sont arrivés jusqu'à présent. Alors le grand drame de la politique économique, et c'est dès le début de ma carrière avec Jacques Mistral, c'est la politique du tiers exclu. Si Keynes a tort, Schumpeter a raison. Et alors les deux, et vous avez vu toutes les controverses sur l'offre et la demande, etc. J'ai trouvé ça tout à fait pathétique. En effet, les deux sont complémentaires. La politique schumpeterienne d'innovation crée les entreprises de demain, mais c'est un processus clairement qui se déroule sur 1-2 décennies. Et hélas, si l'économie est déprimée, en dépit du dynamisme des innovations, la demande effective n'est pas là, se ralentit le rythme effectif de diffusion du changement technique. Et là, l'exemple paradigmatique, c'est l'entre-deux-guerres. On n'a jamais eu autant d'innovations, mais elles sont complètement bloquées par l'incertitude radicale. De telle sorte que si on veut débloquer la situation française, il ne faut pas d'un côté dire schumpeterien, en mobilisant des exemples venus d'ailleurs, la demande effective de l'autre, mais il faut un nouveau compromis. Et ce nouveau compromis, alors pour simplifier, parce que bien sûr, je pourrais faire la liste de toutes les mesures, la politique industrielle, la politique fiscale, etc. Mais laissez-moi aller au cœur de ce compromis. Il faut inventer une sécurité-flexibilité à la française. Et le compromis est le suivant. On a beaucoup regardé la flexicurité danoise. Et la flexicurité danoise, c'est le compromis qui consiste à dire, à travers une crise très violente en 1993, et la violence de la crise explique ce compromis, les entreprises doivent s'ajuster. Parce que le Danemark est un tout petit pays, il n'a pas la capacité d'organiser la division du travail à son profit. Mais les salariés, à contrario, ont le droit de défendre l'idée qu'ils doivent avoir un niveau de vie décent et le chômage ne doit pas être le moyen à travers lequel on obtient une compétitivité par la baisse des salaires. Le conflit est ouvert, aussi violent qu'il peut l'être dans le cas de la France, et c'est là qu'on invente l'idée, on va donner des droits de formation pour permettre à chacun des salariés qui sera soumis à une flexibilité extrême du côté des entreprises, à retrouver des qualifications à travers un processus organisé de reconquête des qualifications et des capacités. Alors maintenant, pourquoi? Alors j'ai écrit un petit fascicule, la flexibilité du travail en Europe, et j'avais conclu à l'époque que ce modèle ne s'appliquait pas à la France. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de compromis social. Du coup, si on veut vraiment innover, il ne faut pas mettre, comme c'est le cas actuel, donnez-nous la flexibilité et demain vous aurez la sécurité. Il faut dire, voilà la sécurisation des parcours professionnels. C'est-à-dire pacifier complètement l'idée que jamais on n'obtiendra une trajectoire dans laquelle, cumulativement, on diminue les droits sociaux. Et sur cette base-là, le défi adressé au patronat est de trouver des secteurs dans lesquels la valeur ajoutée est suffisamment importante. Et moi, je suis frappé par le fait que les entrepreneurs sont caricaturalement français. Ils veulent la liberté.
Mais lorsqu'ils ne sont pas compétitifs, ils demandent à l'État de compenser leur faillite. Et ça, c'est dans les péchés mignons, dans les gènes du capitalisme français, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Donc si on voulait rénover la situation, restaurer le pouvoir des salariés, après je peux le décliner dans représentation des entreprises à l'allemande, type de fiscalité, type d'articulation éducation et formation, et c'est à partir de cette base que peut se redéployer l'innovation technique, le changement, la création d'emplois. Mais vous voyez que ça suppose un gouvernement courageux, un patronat intelligent et des syndicalistes moins déprimés et obsédés par les ajustements de courte période. Vous voyez que ça suppose un ajournement interne et ça supposerait une clarté de la ligne politique que seul un chercheur venu de Sirius peut proposer. Elle paraît dans la théorie standard néoclassique où tout vient du déséquilibre budgétaire qui évince de l'activité privée, tout vient du budget. Et c'est un tout petit peu la constitution allemande. En fait, si vous regardez les études historiques du succès de politique dans lequel on a réduit massivement les dépenses publiques ou augmenté la fiscalité. Et il y a 4 pays, tous pays scandinaves, l'Irlande, le Danemark, la Suède et la Finlande, dans les années 80-90. On a obtenu la chose tout à fait extraordinaire, anti-keynésienne. On coupe les budgets publics et pourtant, au bout de quelques mois, on a une reprise économique. Et là, il faut bien retourner à cette histoire historique. Il y a 3 conditions tout à fait importantes. Petite économie ouverte, particulièrement dynamique en termes d'innovation dans le secteur exportateur. Elles ont une capacité, elles exportent entre 40 et 60% de leur PIB. Deuxième élément, comme le milieu financier n'avait pas confiance, les taux d'intérêt de refinancement des bons faiseurs étaient très élevés. Par l'annonce de cette nouvelle, les marchés financiers sont convaincus et le taux d'intérêt passe de 12% à 5%. Ce qui vous prend un espace à la politique publique. Et troisième point, une négociation salariale qui planifie une concertation salariale. Et si vous avez ces 3 conditions, et, j'ai oublié de le dire, change flexible, avec 4e condition. Aucune de ces conditions n'est satisfaite dans le cas de l'Europe. Tout spécialement de la Grèce qui exporte entre 5 et 10% de son PIB dans des produits très peu élastiques, dans lequel la concurrence est oligopolistique, les salaires ont baissé mais pas les prix des biens exposés, parce que beaucoup des approvisionnements viennent des approvisionnements internes, de telle sorte que, et le taux, il n'a pas de possibilité du change. Conclusion, et je l'ai écrit alors dès 2012 dans le Cambridge Journal of Economics, la probabilité de succès des politiques d'austérité était nulle en Europe, d'autant plus que la Commission européenne, naïvement, voulait l'appliquer à tous les pays. Elle aurait dû dire à l'Allemagne de relancer. Et l'Europe du Sud avait une politique d'austérité. Donc ce mécanisme a été cumulatif pervers, et je suis très inquiet dans le plan actuel qui a été négocié en juin pour la Grèce, dans la mesure où le facteur d'ajustement sera la paupérisation de la population, qui fait que le commerce extérieur se rétablit, mais absolument pas l'emploi, absolument pas la dynamique. Donc, alors je fais un pronostic dans tous mes papiers. Cette erreur de politique économique sera enseignée dans les décennies qui viennent comme la plus belle erreur de politique économique des 50 dernières années. La politique de la concurrence en Europe, ça répond aux besoins d'améliorer l'allocation des biens et services. Donc c'est la 2e boîte. Alors, pourquoi est-ce que l'État voudrait intervenir sur le marché des biens et services, donc en dehors des effets externes? Je dirais qu'il y a 2 grandes raisons. La première raison, c'est la concurrence imparfaite. Les entreprises sont de grande taille, ce sont des oligopoles, il y a des pouvoirs de marché, et ça peut dégénérer lorsqu'il y a trop peu d'entreprises. On sait, ça peut dégénérer en entente. Ensuite, même s'il n'y a pas entente, il peut y avoir ce qu'on appelle des positions dominantes. C'est pour ça que l'autorité de la concurrence européenne se prononce sur le bien fondé pour l'intérêt public d'une fusion. Parce qu'il y a un petit problème, je dirais, en arrière-plan, qui est le fait qu'on peut vouloir, je dirais, avoir une position dominante en Europe pour écrémer le marché, pratiquer des prix relativement élevés et après partir à la conquête des marchés extérieurs. C'est ce qu'ont fait au départ beaucoup de pays en croissance, d'essayer d'obtenir, d'avoir des champions
nationaux pour après aller à la conquête des marchés extérieurs en accumulant des bénéfices de monopole sur son propre marché. Alors, cette politique de la concurrence, ce premier volet, je veux dire, pose quand même un petit problème qui est d'ailleurs, je dirais, ouvertement, dont les industriels européens se font l'écho auprès de la Commission, c'est que l'Europe n'est pas une bulle dans le monde. Le poids industriel de l'Europe, le poids économique de l'Europe baisse. Et donc, est-ce que, la question ne se pose peut-être pas encore immédiatement, mais elle va se poser dans les années à venir, est-ce que regarder la position dominante en Europe, est-ce que ce n'est pas aller vers une politique trop restrictive en termes de fusion? Et lorsqu'on voit par exemple les classements des 500 premières entreprises, établis par exemple par Forbes, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'entreprises européennes parce que les entreprises asiatiques ou les entreprises américaines continuent de grossir. Alors on peut dire que les Américains appliquent le même type de, je dirais, de politique de la concurrence, donc veiller à maîtriser, disons, le pouvoir de monopole. Les Chinois ne le font pas. Et donc il y a un problème. Quelle politique de la concurrence peut-elle être menée si un certain nombre d'acteurs majeurs de l'Europe ne pratiquent pas comme nous? Le dernier, donc j'avais annoncé qu'il y avait deux grands motifs. Donc tout ce qui tourne autour de la concurrence imparfaite, il y a un deuxième motif qui est important, qui est l'asymétrie d'information, qui est de contrôler la qualité des produits, par exemple la qualité sanitaire, mais aussi la qualité par rapport à l'environnement. On a l'exemple de Volkswagen. C'est bien à travers un contrôle qu'on a découvert la supercherie. Donc, grosso modo, c'est de dire qu'il y a un rôle pour l'État pour vérifier que eh bien, la qualité annoncée des produits d'une manière multidimensionnelle est bien celle que prétend le fabricant, que prétend l'industriel, avec la visée d'essayer de protéger le consommateur contre des problèmes d'asymétrie d'information, d'essayer d'exploiter cette asymétrie d'information. Là, c'est vraiment le cas chez Volkswagen. Très peu de gens dans le monde étaient capables de détecter que eh bien, les mesures de rejet de dioxyde d'azote ne correspondaient pas à ce qui était annoncé par le constructeur. Donc il y avait bien un problème d'asymétrie d'information, et c'est pour ça que là, il y a un rôle important pour l'État et donc pour la politique de la concurrence en Europe. Là, le rôle de l'État doit être apprécié par rapport, je dirais, à la première boîte, qui est l'idée de stabilisation. L'idée, c'est qu'il y a, je dirais, des cycles économiques, et ensuite, au-delà des cycles économiques, il peut y avoir, je dirais, des crises très graves, comme il y a eu la crise de 29 et comme il y a eu la crise de 2008. Alors, je voudrais quand même souligner que dans cet objectif de stabilisation, eh bien, on a fait des progrès absolument considérables, car tous les analystes s'accordent à dire que la politique budgétaire et la politique monétaire qui ont été conduites après 2008 d'une manière internationale, en coopération internationale, eh bien, ont été adéquats pour éviter que la crise de 2008 se transforme en une crise d'une gravité aussi importante que la crise de 29. Donc là, on peut dire qu'on avait vraiment appris d'expérience et que l'accumulation des connaissances en économie a permis, en particulier à Bernanke, de mener une politique remarquable. Ce qu'on peut reprocher au gouvernement européen en particulier et à la Banque centrale européenne à Francfort, c'est de ne pas avoir mené une politique suffisamment expansionniste. L'assouplissement quantitatif, il n'aurait pas dû intervenir maintenant, en 2015, mais il aurait dû intervenir dès 2011, dès 2010. C'est ce qu'ont fait les États-Unis, je dirais par idéologie monétariste, essentiellement en Allemagne, on ne l'a pas fait. Et le deuxième reproche qu'on peut formuler, c'est que, bien évidemment,
les États avaient accumulé des grosses dettes pour permettre de passer, je dirais, l'obstacle de 2008, pour venir en soutien de l'activité économique, puisque la demande privée s'était effondrée. Et donc, ils avaient bien fait de le faire. Ils ont accumulé des dettes et il était complètement déraisonnable de faire une politique de rigueur dès 2010-2011 pour, je dirais, le problème de la dette publique, qui est maintenant, enfin, pratiquement, on peut résumer en disant qu'il y a une augmentation du ratio PIB sur, du ratio dette sur PIB de 30%, de 30 points. Eh bien, il était, je dirais, trop prématuré de penser qu'on pouvait réduire ce ratio et réduire les déficits publics au rythme où on a voulu le faire en Europe, et on a créé, je dirais, pratiquement une deuxième récession moins grave en faisant tous le même geste pour réduire, pour contracter les dépenses publiques ou pour augmenter les impôts comme l'a fait le gouvernement Hollande. Et là, il y a une erreur macroéconomique majeure qui a été faite en Europe.